Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez La Voix des Grands Lacs, la voix des peuples des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous avons une invitée. C'est la première fois qu'elle vient sur notre plateau. Il s'agit de Madame Donatille Niera, d'origine rwandaise et de nationalité française. Elle va nous parler de son itinéraire depuis le Rwanda jusqu'en France et surtout ce qu'elle a traversé comme événement pendant le génocide de 1994. Madame Niera, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je vous ai peut-être présenté de façon furtive, mais est-ce que vous pourriez parler de vous à nos auditeurs pour qu'ils sachent exactement qui leur parle et qu'est-ce que vous faites en France, quand vous êtes arrivé en France, et comme je l'ai dit, parler du Rwanda, votre pays d'origine. Bien sûr, je vais essayer. C'est pas facile de se présenter, mais je vais essayer. C'est bien Donatille Niera. J'habite à Lyon. Je suis en France depuis 2001. Comme vous l'avez dit, je suis de nationalité française et originaire du Rwanda. S'il faut commencer à se présenter, oui, je suis né au Rwanda, dans l'ancienne commune de Buringa, à Gitarama, dans le centre du Rwanda. J'ai fait mes études primaires là-bas, à Buringa. Les études secondaires, je les ai fait à l'école secondaire d'Omushubati. C'est une école qui était privée. Aujourd'hui, je pense qu'elle a été récupérée par l'État. J'ai terminé mes études secondaires en 1991. Et après, donc, c'était la guerre avait commencé, la guerre qui a commencé le 1er octobre 1990. Donc, j'étais en 6e année secondaire, en dernière année donc des études secondaires. Après, quand j'ai eu mon diplôme, c'était en 91, j'ai travaillé une année dans l'enseignement primaire. Et puis, donc 91-92. En 92, j'ai commencé à travailler pour l'imprimerie scolaire dans la région de Gitarama. Donc, il y avait des comptoirs, ce qu'on appelait des comptoirs préfectoraux, qui étaient confiés en général au diocèse catholique. Donc, j'étais dans la ville de Gitarama depuis octobre 92. Donc, en 1994, je travaillais là-bas quand l'avion du président a été abattu. Donc là, je pars sur le parcours général. Hein. Je n'ai pas parlé de ma famille, de comment je me suis, comment j'ai fait entre 94 et 92. Donc, à part ce travail, je n'ai pas fait d'autre chose. Donc, justement, puisque vous nous incitez à vous poser la question, il y a Donatille Niera, mais il y a aussi sa famille. Socialement, comment se positionnait votre famille dans le centre du pays, dans le cœur du pays? La préfecture de Gitarama est connue pour être le cœur politique du Rwanda depuis l'indépendance du pays. Est-ce que votre famille était politisée? Était-ce une famille paysanne à 100%? Ou alors, à quelle famille avait-on affaire en ce moment-là, en 90, 92, 94? Moi, je suis issu d'une famille vraiment paysanne, agriculteur. Et d'ailleurs, mon père est décédé il y a très longtemps, donc j'étais trop jeune, j'avais 10 ans. Donc, je vivais, j'avais ma mère, mais j'avais aussi mes sœurs et mes frères. On était une famille classique, mais les enfants avaient fait des études, hein, les grandes sœurs. Et puis moi, je suis la 5e de la fratrie.
Donc, je connaissais rien. Disons, en 90, je connaissais rien en politique. Donc, ce que je comprenais, ce que j'entendais à la radio, les guerres, tout ça, je n'avais jamais connu. Donc, ça nous est tombé dessus comme tous les jeunes de mon âge, parce que j'étais encore jeune quand même. Et le problème politique ne se posait pas. Vous savez, il y avait un seul parti. Bah, on voyait comment tout le monde parlait du MRND. On dansait, on allait faire les groupes chocs à l'école, on était bien. On n'en souffrait pas. Mais la politique, je n'y connaissais rien. Ni ma famille, d'ailleurs. Et puis sont venus les partis politiques à partir de 1991, mais surtout 91-92, pendant la guerre. Ça ne nous a pas du tout touché, surtout que justement, encore une fois, la préfecture de Gitarama était la préfecture leader parce que majoritairement, c'est le parti d'opposition MDR qui dominait. Oui, c'était MDR. Il y avait aussi les autres partis, mais qui n'étaient pas vraiment assez représentés, comme le PSD. Il y a aussi le MRND quand même, qui avait des représentants qui étaient connus. Mais par contre, l'arrivée, le début des partis politiques, c'était de la folie. Pour moi, je trouvais que les gens étaient fous. C'est tout ce que je comprenais. Mais en même temps, il y avait la guerre. Je ne comprenais pas pourquoi les gens engageaient une opposition au moment où il y avait une guerre. Pour moi, dans ma façon de penser, ce n'était pas approprié. Donc, pour moi, il fallait résoudre le problème des causes de la guerre et puis arrêter la guerre et puis initier les partis politiques par après. C'est souvent à cette période-là que j'ai commencé à me réveiller un peu, à poser des questions, mais je ne comprenais pas non plus assez pour dire que je comprenais la politique. J'imagine que lorsque vous avez appris la signature d'un accord de paix entre le gouvernement rwandais et la rébellion du FPR le 4 août 1993, vous avez dû quand même, disons, ouais, j'étais contente. vous avez Oui. été envahi d'espoir pour le lendemain, pour la paix dans le pays. Et ensuite est venu le 6 avril 1994. Oui, la signature des accords, lorsqu'on a accepté que les militaires du FPR arrivent à Kigali, pour moi, c'était un peu gênant parce que c'était des militaires. Pour moi, il fallait plutôt que les réfugiés commencent à rentrer. C'est ce que j'attendais. Mais on ne les voyait pas, on voyait les militaires. J'étais un peu inquiète quand même parce que les militaires, ils sont là pour combattre. Ce que je pensais, je n'ai pas eu tort parce que je me disais, si jamais ça se passe mal, encore une fois, la guerre va éclater, mais une fois à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui est arrivé, même si ce n'est pas comme ça que c'est présenté, mais c'est ce que moi j'ai vu et j'ai compris. Donc, justement, quand la guerre a commencé, j'étais à l'école, je me souviens, c'était un lundi, le 1er octobre 1990. Le directeur de l'école qui nous a rassemblés très tôt le matin, il était triste, il était un peu contrarié. Et donc, il nous a informés du début de la guerre et de qui a attaqué le pays. Il a dit que c'est l'armée patriotique rwandaise qui était les Inyenzi Inkotanyi. Et c'est là que j'avais appris juste un peu qu'il y avait les Inyenzi, mais sans plus. Les Inyenzi qui attaquaient de temps en temps les frontières du pays, je ne sais pas, le sud, ou je ne sais pas. Ce n'était pas vraiment une préoccupation d'un jeune. Une jeune de mon âge, c'est une histoire. Donc, on l'apprend comme une histoire. Mais quand il nous a dit ça, on a commencé justement à poser des questions et à s'opposer entre nous. C'est là que j'ai compris qu'il y avait des réfugiés qui cherchaient à rentrer, qui n'avaient pas eu cette autorisation. C'est comme ça que c'était dit. Après,
En tant que jeune, on se disait, ah, il faut les laisser venir. Et d'ailleurs, moi, je ne savais pas que les gens qui étaient en Ouganda, surtout, étaient des réfugiés, parce que j'avais une famille, les membres de ma famille du côté de mon père, ce sont des cousins qui étaient partis et qui revenaient, en tout cas, ils étaient revenus une fois pendant la guerre de Obote, je crois. C'était en 82, j'étais encore plus jeune. Et je sais, donc, quand ils sont arrivés, parce que c'est nous qui avons gardé leurs biens. On avait leur terrain, c'est nous qui l'exploitions, mais à chaque fois, on disait c'est la terre d'un tel. Quand ils reviendront, ils vont récupérer. Même aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Alors, quand la dame donc, était un peu âgée, la cinquantaine peut-être à l'époque, avec son fils qui était grand, qui était à l'université de Makerere, c'est ce qu'il a dit. Je sais que quand il est arrivé, moi, comme je commençais à apprendre le français et lui, il parlait anglais, on était ensemble tout le temps. Il était plus grand que moi, mais il était content d'apprendre le français et lui, il me parlait en anglais. Donc, c'est en 1981 ou 2, je pense. Non. Et je me souviens, ma mère a posé la question à cette dame, elle a dit, mais puisqu'il y a la guerre, on vous chasse, pourquoi vous ne revenez pas? On va vous aider, vous allez construire. Elle a rigolé, cette dame, elle a dit, mais moi, revenir ici, il n'y a rien. On a des vaches qui sont restées là-haut, à Mutara, parce qu'il n'y a que 2 personnes qui sont venues. Les autres, ils ont gardé les vaches. Donc, ils avaient vraiment beaucoup de patrimoine là-bas. Elle a dit, non, ici, vous ne vivez pas, la terre n'est pas fertile. Donc, pour moi, les gens qui étaient en Ouganda, ils n'étaient pas réfugiés, ils étaient là, ils étaient bien. On ne savait pas qu'il y avait ce problème, en fait, de blocage pour rentrer au pays. Ou alors, il y avait plusieurs catégories de Rwandais en Ouganda. Il y avait de vrais réfugiés qui étaient partis en 59 et après, mais il y avait aussi des migrants qui étaient en Ouganda, même dans les années 40. Oui. Beaucoup de Rwandais partaient en Ouganda pour trouver une vie meilleure, en fait. Et beaucoup se sont installés et ont fait leur vie là-bas. Donc, quand ils ont attaqué le pays, moi, je m'apprêtais à les accueillir pour la deuxième fois. Je dis, mais de toute façon, puisqu'ils sont entrés, ils cherchent à rentrer, on va les voir, ils vont revenir. Mais ils ne sont jamais revenus. On n'a même pas eu de nouvelles après. Et comme des jeunes de 21 ans, 19 ans, on se disait, ah, bah, ça va être très bien. Donc, il y a des gens de nos familles, des amis qui sont partis il y a longtemps, ils vont rentrer, ils vont s'installer. Mais pourquoi ils font la guerre? C'est comme ça qu'on le pensait. Après, il y en a d'autres qui étaient mieux informés. Il y en a qui savaient déjà à l'avance, finalement, qu'il allait y avoir une guerre. Mais moi, je ne faisais pas partie de ces enfants. Et puis, est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, l'attentat contre l'avion du président dans lequel le général Habyarimana est mort avec son homologue burundais, le président Talyamira, et leur suite, ainsi que 3 membres de l'équipage qui étaient de nationalité française. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la famille a réagi? Vous êtes resté tranquillement chez vous alors que les massacres ont commencé, ou alors quelle a été tout simplement votre réaction? En fait, quand l'avion a été abattu, moi, je ne vivais pas avec ma famille. J'étais jeune travailleuse, donc j'avais un logement où on appelait ça les hommes-filles, chez les frères dominicains à Gitarama. C'est là où j'habitais avec d'autres filles. Et parce que je travaillais justement à Gitarama, c'était en face de la banque commerciale, si vous voyez comment ça se présente là-bas. Donc, c'était le matin du 7 avril. Je me suis réveillée, il y avait une autre fille dans ma chambre, donc on partageait la chambre. Le matin, quand je me levais, j'avais l'habitude de mettre la radio. Donc, quand j'ai mis la radio, il y avait la musique classique. Pourtant, personne ne m'a jamais dit que la musique classique, c'est une ambiance peut-être triste, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, mais
à cette heure-ci, il y a des informations, parce que c'est ce que j'attendais. Et je suis sortie, je suis allée voir le garçon qui se préparait petit déjeuner pour nous, pour que je lui dise qu'on est réveillé. Quand je suis revenue, j'ai entendu le communiqué à la radio qui disait que l'avion avait été abattu, que le président était mort, qui donnait les instructions qu'on devait rester à la maison. Il ne fallait pas sortir et qu'on on aura plus d'informations par après. Et j'ai réveillé mon hôte. J'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment ça se passe quand un président est mort comme ça? Et puis on nous demande de rester à la maison. À la maison, on ne saura jamais ce qui va se passer dehors. Moi, j'ai juste pensé que ça allait mal se passer de toute façon. Mais mon hôte s'est réveillé, on a eu peur. Donc, je suis allée jeter un coup d'œil dans les grillages sur la route. Il y avait beaucoup de corbeaux ce matin. Des corbeaux qui étaient sur la route. Personne ne bougeait, aucune voiture, aucun vélo, personne. Donc, on est resté toute la journée et on a commencé à chercher à s'informer parce qu'on avait des gens qui étaient à Kigali surtout. Et puis, dans la mentalité d'Oditama, du moins dans mon entourage, on croyait que le problème, quand il faut arriver, ça va tomber sur les politiciens. Quand on n'était pas dans la politique, surtout à Gitarama, on se doutait de rien. On se disait, les gens de Kigali, ils vont mourir parce qu'il y avait ces Interahamwe qui étaient connus. Moi-même, j'avais vécu une expérience quand Katumba, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait, qui a été tué. Et la capitale était quasiment bloquée. j'avais passé la nuit à Kigali. Pour rentrer, c'était très compliqué. J'ai pris le vélo au pont de la rivière Nyabarongo pour aller à Gitarama. Donc, on s'est dit, entre nous, donc on s'est retrouvés, comme on était, il y avait beaucoup de filles, donc on s'est concertés, on se demandait ce qu'on devait faire, mais il fallait attendre, rien d'autre. Donc, on a attendu, on a commencé à prendre des nouvelles. Je ne sais plus si c'était le soir qu'on a eu l'occasion d'aller téléphoner pour demander des nouvelles de certaines familles, mais les massacres à Kigali avaient déjà commencé. Donc, par exemple, mon hôte avait peur pour sa sœur qui habitait à Muhima. Quand elle a pris des nouvelles, ils ont annoncé que les massacres avaient déjà commencé. Elle ne savait même pas où se trouvait sa sœur. C'est les autres personnes qui lui ont dit. Donc, c'était très inquiétant et c'était la panique à Gitarama aussi. Le premier jour, on n'a pas vu grand monde. Peut-être personne, je me souviens plus, en fait, c'est un peu vague. Je pense que le premier jour, on n'est même pas sorti, sauf une de mes hôtes qui a pu sortir pour aller téléphoner. Bon, le deuxième jour, il y a des gens qui ont commencé à fuir, qui quittaient Kigali, qui arrivaient à Gitarama. On les accueillait, on croyait que c'était fini, que pour eux, du moment où tu as traversé le Nyabarongo, que tu es arrivé à Gitarama, tu es au bon endroit, il n'y a pas de massacre, à Gitarama, il n'y a pas d'Interahamwe, on est bien. Mais c'était une erreur, on se trompait. Et c'est juste, je crois, le 8 avril, peut-être le 8 ou c'est vague, hein, les dates, mais le moment où les choses se sont compliquées, c'est lorsque le gouvernement est venu à Gitarama. Donc, il a Là, fui. nous sommes déjà le 12 ou le 13, parce que le gouvernement a été mis en place le 9. Oui. Il a passé quelques jours à l'hôtel des diplomates Voilà. avant de se déplacer à Gitarama. C'est ça. Je crois que c'était le 12 ou le 13 parce que… Oui, c'est après le 11 en tout cas. Oui. Après le 11, moi je voyais que c'était entre le 11 et le 15 comme ça. Oui, c'est vrai. Là, vraiment, on a vu le changement parce qu'on a commencé à voir des jeunes avec des grenades, des Interahamwe se sont invités à Gitarama, on les a vus,
ils ont commencé à tuer certaines personnes. Je me souviens, il y avait un monsieur qui était vraiment un des amis de la famille de ma sœur, donc de son mari. Donc, j'avais une sœur qui avait des amis, beaucoup d'amis à Gitarama parce qu'elle avait habité là-bas avec son mari. Et il a été tué pendant cette période parce que lui, c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Il attaquait clairement les gens qui soutenaient le MRND. Et du coup, comme il s'est fait identifier le plus tôt possible, quand les internes sont arrivés, on a commencé. Je pense qu'il est parmi les premiers. J'ai appris qu'il est mort. Pourtant, mais c'est un peu vague parce que pourtant, avant qu'on le tue, nous avons fui Gitarama quand même. Nous avons quitté la ville quand le gouvernement est arrivé. Et justement, j'étais allé me réfugier chez son père. Donc, j'étais avec sa sœur. On est allé chez son père et lui et son petit frère sont restés à Gitarama parce qu'on était voisins. Ils travaillaient pour l'école IRG, il y avait Université radiophonique de Gitarama. Donc, il travaillait là-bas. Donc, il a été tué parmi les premiers et puis d'autres familles ont suivi. Je vais vous poser une question quelque peu délicate, hein, mais bon, tout à fait normale lorsqu'on parle du Rwanda. Oui. Vous savez que on dit qu'à partir du 7 avril Oui. a commencé un génocide dirigé contre les Tutsis. Oui. Mais il y a eu aussi des gens d'autres ethnies qui ont été massacrés. Dans tout cela, toutes ces personnes dont vous parlez, ils étaient catalogués dans une ethnie ou bien c'était pour des raisons politiques souvent que ces gens étaient massacrés? Vous savez, à Gitarama, nous avons notre souci, c'est qu'on n'arrive pas à différencier les Hutus et les Tutsis. D'un côté, on va dire que ce sont des Tutsis, même si officiellement ils sont Hutus. Mais ils étaient identifiés justement comme des Tutsis par l'entourage des gens, mais officiellement, ils n'étaient pas Tutsis. Il n'y avait pas normalement bien à s'inquiéter, c'est des soupçons. En même temps, il était membre du parti PL, qui n'était pas Pawa en tout cas. Donc, c'était une autre cause aussi. Vous savez, ces gens, comme le PSD, ils ont été quand même beaucoup impactés par ces tueries de 94. Mais là où on était, par exemple, avec mes colocs, on était mélangés, Tutsi ou tout le monde était là. Je ne sais même pas, on ne se posait même pas la question. Donc, pour nous, ça ne concernait pas l'ethnie, même si ça se disait dans les radios de RTLM, comme ça sortait de temps en temps, mais pour nous, c'était des politiciens qui étaient visés. Donc, on n'était pas inquiets. Donc, en fait, vous, au départ, vous disiez, ça ne nous concerne pas, ça ne concerne que les personnalités politiques, mais pour finir, ça a dévié, ça a atteint tout le monde pour finir. Tout à fait, oui, c'était ça. Mais quand ils ont commencé à massacrer, moi j'ai bougé. J'ai été à Mukingi, donc dans la famille dont je vous ai parlé. Après, je suis revenue parce que j'ai vu qu'ils étaient menacés carrément. J'ai quitté, on est allé prier à Hyogwe, je suis restée là-bas parce que j'avais une amie qui travaillait là-bas et qui était hébergée là-bas, elle m'a récupérée. Après, ça s'est mal passé, je suis retournée maintenant à Gitarama, au même endroit. Les autres étaient partis, mais moi je suis revenue. Donc après, pour quitter mon logement, c'était le 20 mai, si je me souviens bien, le jour où Kabla a été récupéré par le FPR. Kabla, c'était l'évêché ou la cathédrale du diocèse de... C'était le tout. Moi, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Moi, je suis partie le matin, mais j'ai appris que le jour où je suis partie, parce que c'était très mouvementé, j'ai eu l'occasion de trouver quelqu'un qui m'a déplacée jusqu'à ma commune.
Donc, j'ai appris qu'en fait, Kabga était déjà entre les mains du FPR ce jour-là. Je Le sais plus. FPR, le FPR, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est le mouvement politico-militaire de Paul Kagame, le président actuel. C'est eux qui occupaient donc cette région du centre du pays au moment où Madame Donatille Mira s'est déplacée de Gitarama, le centre de notre pays. Et vous êtes resté à Gitarama jusqu'à la fin de la guerre ou... Non, non, justement, j'ai quitté ce jour-là, le 20 mai. Je pense, hein, si je me souviens bien, c'est le 20 mai. Mais ce qui m'a fait tenir aussi, quand je suis revenue dans mon logement, là où j'étais hébergée, c'est pas hébergé, je louais, c'était des chambrettes de filles. Il y avait un lieutenant de chez moi, donc on était voisins, on était voisins là d'où je viens. Il a reçu une balle dans le bras et il est venu à Gitarama pour pouvoir aller se soigner à Kabgaï. Donc, on lui avait loué une maison pas loin de là où j'habitais. Donc, il est venu me chercher, me voir. Quand il est venu, donc je peux dire qu'il m'a donné la sécurité parce que je n'étais pas en sécurité. Il venait tous les matins prendre du thé, on buvait du thé ensemble. Après, il y a eu mon fiancé aussi qui était là, qui est venu par après. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Ça a permis à ces envahisseurs de ne pas se permettre de venir là où j'habitais quand ils voulaient. Et d'ailleurs, ça a permis aussi aux autres personnes voisines. J'avais des copines qui étaient Tutsis. On les a attaquées chez eux. Elles sont venues se cacher là où j'étais, grâce à ce militaire. Donc, personne n'a osé revenir. Il y en avait deux déjà, ce n'était pas un seul. Donc, il y avait deux qui étaient malades, qui étaient blessés, qui se soignaient à Kabgaï et qui venaient, comme ils nous connaissaient. Moi, c'était mon collègue de classe de primaire. Donc, on a fini l'école primaire ensemble. Et puis, on est voisins, nos parents se connaissaient. Quand il est venu à Gitarama, il a pensé à venir me voir et il savait que j'étais là. Donc, ça nous a permis aussi de rester un tout petit peu. Mais après, il a vu que ça n'allait pas. C'est là qu'il nous a conseillé de quitter les lieux et de chercher un endroit où aller. Parce que moi, j'avais peur de rentrer chez moi. Ma soeur m'avait envoyé une lettre par des gens qui venaient faire le marché tout au début en me disant si tu peux ne pas rentrer, c'est peut-être beaucoup mieux parce qu'ici, on n'est pas en sécurité. Parce que ma famille aussi, elle était mal vue. On habite près d'Otibirira. La commune d'Otibirira, c'était une commune où il y avait toujours des troubles. Et quand il y avait des troubles, ils voulaient exporter ça dans notre commune. Donc, à chaque fois, il y avait des bras de fer. Donc, il m'a dit, si tu peux trouver un autre endroit où rester pour l'instant, ça serait mieux. Si tu vois aussi nos sœurs et même le petit frère, tu lui dis, ici, en ce moment, on n'est pas en sécurité. C'est pour ça que j'avais beaucoup hésité à rentrer chez moi. Mais après, j'ai été obligée d'y aller parce que je n'avais pas le choix. Donc, j'ai quitté le 20 mai, il me semble. Je ne suis pas rentrée tout de suite le même jour. J'ai passé la nuit chez ma grande sœur qui avait quitté aussi Kigali juste avant, avec un peu de chance. Hein. Ils ont eu vraiment beaucoup de chance. L'avion a été abattu. Elle était en mission à Koutale. Et son mari, qui était étudiant, il avait passé quelques jours à Gitalama. Donc, il n'est pas retourné. Le seul problème, c'était les enfants qui étaient seuls avec comment on appelle les garçons qui travaillent à la maison, c'est des boys. Comme ça, le boy, oui. Finalement, ils ont pu les récupérer plus tard, mais ça a duré peut-être 15 jours. Donc, je suis allée parce qu'ils avaient une maison dans la commune, comme c'était courant
J'ai passé la nuit là-bas. Et je suis rentrée le lendemain. Il y avait d'autres problèmes encore. Il y avait mon frère qui avait été arrêté parce qu'il avait déserté le front. C'était un caporal qui avait été recruté dans la foulée en 92. Et là, quand il a eu peur de la guerre, il a déserté. Donc, il a rajouté les problèmes sur ce qu'on avait. Ça confirmait qu'on n'était pas du côté du pouvoir, qu'on était une menace. Enfin, donc, c'était tout dans cette ambiance, c'était compliqué, mais je suis justement allée au bureau communal pour aller voir le bourgmestre de l'époque, pour essayer de supplier pour qu'il relâche mon frère. Et quand je suis allée, il n'a même pas voulu me parler. Il m'a ignoré complètement. Mais mon frère on a pris son arme, donc ils ont gardé l'arme, parce qu'il a dit qu'il allait voir sa mère. Il voyait que le combat était dur, qu'il voulait voir sa maman avant de retourner. Donc il est rentré, mais il n'est pas revenu. Il est resté à la maison. Donc moi, quand je suis arrivée au bureau de la commune, au bureau communal, j'ai appris qu'il était parti, mais qu'ils ont gardé tous ces papiers. Il était très organisé parce qu'il avait pensé à aller chercher sa pièce d'identité. Normalement, les militaires n'avaient pas de pièces d'identité, ils étaient gardés dans les archives, mais il s'est arrangé, il avait. Donc, il avait pensé à tout. Il est resté à la maison, je suis rentrée, je l'ai retrouvé là-bas. Mais c'était compliqué. Il a dû fuir. Il a fui par après. Et il y avait beaucoup d'attaques aussi chez nous. Il y a mon frère aussi qu'on a accusé d'avoir caché les Tutsis et qu'à cause de lui, ils ont échappé. Donc, en fait, quand je suis arrivée chez moi, chez ma mère, c'était la panique totale. Je ne savais même pas que j'allais m'en sortir un jour. Donc, ça a duré juste au mois fin juin, je crois, parce que quand le FPR a conquis la Gitarama, ville, et Kabgaï, les combats ne sont pas arrêtés par là. Ça a duré vraiment en 10 ans, il y a eu des pionnages qui ont duré je ne sais pas combien de temps, mais c'était long. Soit je trouve que c'est long parce que c'était la panique, mais je sais que c'est depuis début juin jusqu'à mi-juillet peut-être. Jusqu'à ce qu'après on a fui. On a fui, on a quitté la maison, on est allé à Kibouye, jusqu'à Kibouye. Le trajet, comment ça s'est passé, c'est une longue histoire. Kibouye, c'est à l'ouest, c'est au sud-ouest de Gitarama. C'est ça. Donc, vers le lac Kivu, en fait. J'étais Pour ceux qui connaissent le Rwanda, oui. Gitarama, c'est au centre et Kibouye se trouve à l'ouest. Oui. Donc, et là, vous aviez des connaissances dans la préfecture de Kibouye ou à Kibouye même, ou vous êtes allé comme ça au hasard? Non, on était des déplacés. Mais par contre, pourquoi on est allé là-bas? C'est parce que, excusez-moi encore, je n'ai pas révisé mes trucs parce que les notes de quand les Français sont arrivés dans la zone turquoise, je ne m'en souviens plus. C'était tellement une période difficile qu'à un certain moment, j'ai essayé de tout nier, d'être une autre personne, je crois. Et il y a des choses qui m'échappent. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui. Les Français sont arrivés au Rwanda, ont commencé à pénétrer au Rwanda, si mes souvenirs sont bons, le 23 juin. D'accord. Par Bukavu et Gisenyi, naturellement, pour s'orienter ensuite vers Kibouye et toute la zone turquoise. Oui. La zone turquoise qui comprenait les 3 préfectures en principe, Kibouye, Cyangugu et Gikongoro. Mais oui. ils ont eu à mener des opérations aussi à Boutaré, même si ça ne faisait pas partie de la zone turquoise proprement dite. Donc, vous avez dû arriver peut-être, je ne sais pas, avant les Français ou après?
Après, parce qu'avant, on ne pouvait pas, on ne savait pas où aller, nous. On était perdus. On ne pouvait pas fuir avec... déjà au début, il y avait ce mensonge. Je trouve que c'est un point faible de la part de... Enfin, sauf qu'il n'y avait pas de gouvernement. Moi, je pense que depuis que Habyarimana est mort, et le chef d'état-major, tout ça, il n'y avait plus de pouvoir. Les autres, ils se sont débrouillés, mais ils n'ont jamais fait quelque chose qu'on pourrait dire que ça a aidé le peuple. Parce qu'on demandait la situation, on ne savait pas à qui demander. Le message qu'ils faisaient passer, c'est qu'ils résistaient. Ils disaient que tout allait être en ordre dans quelques jours. Mais derrière, il y avait le FPR qui avançait. Sans connaître le FPR, moi, je n'avais pas confiance. D'abord, le FPR, quand ils ont fait les recrutements, je savais qu'il y en avait qui étaient recrutés, c'était top secret. Je me demandais pourquoi ils n'ont pas fait comme les autres partis politiques pour rester au pays, recruter, et puis les autres qui étaient membres sont montés. Ça aurait pu rassurer les gens et savoir connaître bien leur programme. Moi, j'étais inquiète parce que je ne savais pas qui va arriver, comment il va se comporter. Ensuite, il y avait ce problème aussi de génocide. Les gens qui étaient morts, des maisons qui étaient détruites, être là sans savoir comment expliquer ça aussi, c'était un problème. Parce qu'il y avait deux problèmes. D'un côté, les gens qui avaient tué, donc ce qu'on a appelé les interhamnes, sauf que c'était la masse finalement qui s'est créée d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. En général, ce sont des voyous qui devaient être commandés par quelqu'un peut-être de plus intelligent, mais cette intelligence, je ne l'ai jamais compris. Mais là, c'était la confusion. Où aller? Donc, avant, parce qu'il y avait quand même l'avantage que notre commune était encore, je ne peux pas dire sous le contrôle de l'État, mais il n'y avait rien de spécial. Le FPR n'était pas dedans, sauf que peut-être il y avait des éléments du FPR, mais moi, je ne savais rien. Et il n'y avait pas de combat aussi. Ce qui nous inquiétait, c'est ce qu'on entendait des bombes. Donc, il y avait des pilonnages de Ndiza. Il y avait des échanges, en tout cas, de tirs. On l'a entendu pendant à peu près un mois. Il y a même des gens qui ont fui, qui ont quitté Ndiza et les alentours, qui sont venus chez nous. Comme ça a duré longtemps, ils sont retournés chez eux. Quelques jours après, ils se sont vus fuir dans tous les sens. Certains vers Gisenyi, d'autres vers Kibuye. Donc, on a vu, c'était un matin, vers 9 heures comme ça, il y avait des gens tout le monde courait. Ils disaient, ils sont là. En plus, ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train d'ouvrir les ventres des gens. Alors, après, dire qu'on peut rester assis, attendre. Sauf que j'avais dans ma famille, comme ma mère qui disait, non, je ne quitte pas, je ne pars pas, je vais où? Donc, on a fini par partir. On s'est dit, on va traverser la rivière Nyabarongo, parce que ce n'est pas loin de chez nous. On va vers Kibuye, on attend. Et vous étiez renseigné sur la présence des Français à Kibuye? En fait, là, les Français étaient déjà à Kibuye quand on parlait de partir. Mais notre idée, c'était d'aller là-bas. Parce que c'est là où on se disait, comme il y a une armée étrangère, on va être en sécurité. Et puis, parmi les gens, parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui sont fuis, qui partaient surtout de Gitarama, qui sont venus d'Ochigali, qui sont installés dans les familles, dans certaines familles amies à Gitarama. Quand ils ont fui, ils se sont retrouvés chez nous. Donc, chez nous, à la maison, il y avait au moins 27 personnes. Et parmi eux, il y avait des rescapés, des Tutsis, qui étaient rescapés d'Okigali, les enfants. Donc, il fallait trouver un moyen de protéger surtout les petits. Donc, nous avons franchi la rivière,
nous avons attendu la commune de Chivumu, c'est frontalier d'Obuliga. C'est un endroit que je connaissais bien avant et on avait des familles et aussi amis qui habitaient là-bas. Mais on n'a pas dormi chez eux, on dormait dehors. On avait nos couvertures, on les mettait dehors, on dormait. On a confié nos valises à ses amis de Chivumu, en se disant, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas où on doit aller, mais s'il faut partir, on va aller à Kibuye. C'est la seule solution. Et nous avons, le lendemain, j'avais des jeunes amis qui étaient restés parce que dans leur famille aussi, ils avaient des gens protégés, qu'ils protégeaient, des femmes qui étaient cachées chez eux, les cousins de loin, donc ils ne pouvaient pas partir. Et on s'est parlé, j'ai dit, bon voilà, nous, on ne sait pas comment faire, on va y aller. On a pris les vaches, on a pris les moutons, on a pris les bagages, on est parti. Mais j'ai posé la question, j'ai dit, mais comme je savais, il y avait un des garçons qui collaborait avec le FPR. Ça se disait, ça commençait à se concrétiser. Donc, j'ai demandé à un des amis de lui demander si on doit vraiment rester, si on n'a rien à craindre. Mais lui, ce qu'il m'a dit, je ne peux rien vous dire. Je ne peux pas garantir votre sécurité. Faites ce que vous voulez. Donc, j'ai choisi de partir. Et donc, on a dû demander, parce qu'il y a des gens qui venaient, qui étaient restés, qui nous rejoignaient, on demandait la situation, comment ça se présentait. Il y a des gens qui étaient arrêtés, il y en a d'autres qui étaient tués parce qu'ils auraient participé dans les massacres. Donc, on a décidé de partir parce que c'était très confus comme situation. Bon, dans la fuite, on a été aussi maltraités en quelque sorte parce qu'on a appris qu'on nous recherchait. On nous recherchait parce qu'on supposait que chez nous, chez mon père, il devait y avoir un stock d'armes du FPR. C'est quelque chose qui a été lancé comme ça. Je ne sais pas d'où c'était venu. Et puis, une personne est venue et nous a dit, attention, on va vous tuer. Ma famille. Donc, il nous a amenés dans une famille quelque part, il nous a cachés. On a passé une nuit là-bas et on a décidé de partir la nuit, justement. On est parti de cette famille, il était 4 heures du matin, pour aller justement directement là où on pourrait trouver la protection. Donc, les Français. On comptait sur les Français. Nous sommes allés, on les a retrouvés. Donc, ça nous a pris 2 jours de marche de cette colline où on était jusqu'à un endroit où on appelle Ramboura. C'est un centre à Kibuye. Moi, je ne connaissais pas Kibuye du tout. C'est la seule fois où j'y ai été et je ne suis jamais retournée. Donc, les Français, on les a retrouvés là-bas, justement. Alors, il faut peut-être bien expliquer qu'il s'agit du centre de Ramboura dans Kibuye, dans la préfecture de Kibuye. C'est ça. Il y avait un autre Ramboura connu, célèbre, mais dans Gisenyi, qui était une paroisse. Là, c'est Kibuye. Là, c'est Kibuye. Ce n'est pas Ramboura, la paroisse dans la préfecture de Gisenyi. Non, ce n'est pas là-bas. Ramboura, ça se trouve en fait, si je me souviens bien, c'est entre Nyange et Rubengera, il me semble. Parce que quand on a quitté Ramboura, après, parce qu'on est resté 2 jours, on était vraiment très épuisés. On a pu prendre la douche tranquillement. Donc, il fallait aller chercher de l'eau et puis se laver dans une forêt. C'était dehors, ce n'était pas des maisons. J'ai dormi dehors au moins 1 semaine. Et puis, ce qui est étonnant, il n'y a pas eu la pluie à cette époque-là. Il n'a pas plu.
Donc, il faisait chaud la journée, le soir, c'était pas mouillé, donc on pouvait dormir dehors sans problème. Et puis même s'il pleuvait, on n'avait pas le chaud. Et finalement, 2 jours après, c'était début juillet, là, ou bien vers le 15, on est arrivé à Tchiboué Centre, à la préfecture. Et jusque-là, vous n'aviez pas rencontré de Français. Si, les Français, justement, on les a rencontrés à Ramboura. D'accord. Donc, au centre, c'était des centres de négoce de Ramboura. C'est là où on a pu s'opposer. Mais après, ils nous ont posé des questions. Ils ont dit, est-ce qu'il y en a qui sont menacés? On a dit, oui, on est tous menacés. Est-ce que vous êtes des Tutsis? Non, on n'est pas des Tutsis. Bon, non, on ne risquait rien. Mais ils cherchaient les gens à protéger. Il y en a, d'abord, il y avait 2 personnes qui étaient avec nous, qu'ils ont récupérées. Parce qu'ils avaient, ils ont prouvé qu'ils étaient Tutsis, justement. Après, ils sont revenus. On s'est retrouvés après. Ils n'ont pas resté longtemps non plus. Donc, dans la tête des Français, si j'ai bien compris, lorsqu'ils sont arrivés, l'objectif, c'était de protéger les Tutsis et pas, Tu pas tout le serais monde. ou tout menacé, tu ne pouvais pas le justifier, en fait. Pour eux, tout, il est en sécurité, donc c'est les Tutsis qu'ils cherchaient à protéger. D'accord. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Est-ce que vous pouvez témoigner justement de ça? Parce que, vous savez, tout ce qui court autour de la présence française au Rwanda pendant la période de turquoise, est-ce que, d'après vous, déjà à Ramboura, il y avait des Tutsis menacés qui ont été protégés ou Oui, sauvés par les Français de turquoise? oui, il y en a, je ne peux pas me souvenir des noms, mais il y en a, je les connaissais même. Donc, les gens, même les gens, parce que il faut comprendre que même s'ils étaient Tutsis, le fait d'arriver là-bas, c'est qu'ils étaient protégés par les Hutus. Donc, mais les Hutus, quand on protégeait quelqu'un pendant longtemps, on avait peur quand même qu'à un certain moment, on peut tomber sur quelqu'un qui est virulent, qui pouvait l'arracher et le tuer. Donc, les gens témoignaient en disant, voilà, les Tutsis, c'est vrai, on a réussi à le protéger jusqu'ici, mais là, on ne sait pas si on peut aller plus loin avec. Donc, oui, il y en a qui sont restés avec eux. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais après, je les ai revus. D'accord. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, raconter si vous avez assisté ou si vous avez observé les actions des soldats français de Turquoise? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les protéger, pour les mettre à l'abri ou éventuellement pour neutraliser ceux qui les menaçaient? Ça va être un peu vague, mais ils avaient les moyens. Je ne sais pas ils avaient une maison ou un endroit où les mettre, mais celui qui se sentait menacé était le bienvenu vers eux. Après, je ne suis pas allée chercher comment ça s'est passé. Hein. C'est vrai que là, maintenant, je commence à me poser la question. Même ces personnes, si je pouvais les retrouver, je pouvais leur demander comment ça s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ils ont aidé. Et puis, quand on est arrivé au centre-ville, je me souviens, ils avaient un endroit vers le stade où ils accueillaient aussi d'autres personnes qui venaient, qui fouillaient. Il y en avait qui avaient été blessés. Et puis, il y avait aussi les gens qui avaient des armes. Donc, les Interahamwe, je crois, les Interahamwe, qui avaient des armes, ils les ont désarmés. D'accord. Donc, ils ont fait une barrière pour désarmer quiconque qui a une arme. Ils ont fouillé, c'était un jour, je l'ai vu. Est-ce que c'est le même jour où je suis arrivée à Kibuye ou c'est 2 jours après? En tout cas, cette action a eu lieu. Donc, pour moi, à un certain moment à Kibuye, les gens ne risquaient rien. Ceux qui ont été tués, c'était avant que les Français arrivent. La question que j'allais vous poser précisément, c'est lorsqu'on parle de cette période, on s'est dit, avant telle date, c'est-à-dire avant le 23 juin
Oui. Avant l'arrivée des soldats français, il y avait des massacres par-ci, par-là, y compris dans Kibouye. Est-ce qu'après, ça s'est arrêté radicalement? Quand les Français sont arrivés, après, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans les collines, hein. Et pour moi, quand même, il faut savoir aussi que si le génocide a commencé en avril, au mois de juillet, il y en avait beaucoup qui avaient été tués. Donc, ceux qui restaient, c'est ceux qui ont pu se cacher. Donc, c'est eux, ces gens, ils ont pu quand même avoir la chance d'échapper aux tueurs grâce aux Français, grâce aux militaires français. Parce qu'ils allaient dans la zone turquoise. On savait il y avait ces moyens pour les protéger. Même quelqu'un qui était menacé, parce qu'on apprenait, hein, des fois on disait, ah, tel, il est caché dans quelque part. Il y a des gens qui allaient les chercher pour les amener jusque dans la zone turquoise, D'accord. qui étaient restés cachés dans les villages, enfin, dans les Sur les collines. collines. Sur les collines et chez les gens. Forcément, c'est chez les gens. Mais c'était très difficile quand on cachait quelqu'un. Et il y avait des groupes qui étaient là, qui étaient chargés d'enquêter, de savoir qui cache qui. Donc, c'était risqué pour et celui qui cache et celui qui est caché. Madame Nira, j'aimerais savoir aussi combien de temps vous êtes restée dans cette zone turquoise. C'était juste pour traverser ou vous êtes resté là pendant quelque temps en attendant de rentrer chez vous? Moi, quand le gouvernement, donc je suivais l'actualité, j'attendais qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait un État qui puisse protéger la population pour que je revienne. Bon, tout comme ma famille et tous ceux qui étaient avec nous. Donc, je n'ai jamais eu l'idée d'aller ailleurs. Parce qu'aller où? Au Congo, il y en a qui partaient au Zaïre à l'époque. Mais je ne me voyais pas. D'abord, je n'avais personne qui pouvait me protéger là-bas. Et puis, les gens qui partaient, il y avait aussi il y avait ce climat quand même de méfiance. On pouvait mourir à tout moment. Parce qu'on pouvait sélectionner, ah, ça c'est qui? Il fallait trouver les gens qui te justifient. La plupart du temps, c'est peut-être, et qui vont dire, moi, je ne la connais même pas. Donc, c'était mieux de rester dans un lieu comme ça et puis d'attendre que le gouvernement soit mis en place pour retourner au pays. Et c'est ce que j'ai fait. Si j'ai bien compris, par des allusions multiples quand même, depuis que vous nous faites part de votre expérience, on a l'impression que vous étiez menacé de toutes parts, que vous risquiez d'avoir des problèmes avec les soldats du Front patriotique congolais de Kagame, mais que vous craignez aussi les Interahamwe. Donc, vous êtes quelque part là perdu entre ces deux méchants. Et à la fin, comment ça s'est passé? Comment êtes-vous sorti de cette impasse? Alors, le gouvernement a été mis en place autour du 20, je crois, 20 juillet. Et on a commencé à se concerter. Comment on rentre? Parce qu'on avait... Donc, il faut se dire aussi, quand on fuit comme ça, comment on vit? On n'avait plus d'argent. Je me souviens, il me restait 5 000 francs. Quand j'allais acheter quelque chose, on me demandait, on me disait que le billet était assez conséquent. Donc, on ne pouvait pas le prendre. Quand je demandais de faire l'échange pour qu'on me donne des coupures de 1000 ou un peu plus petit, on voulait me donner 2000 francs. Donc, sur 5000, on va me donner 2000 francs. Ce billet, je l'ai gardé. Je suis retournée parce que je me dis, ah, je vais perdre les 3000. Pourquoi? Les 2000, déjà, on ne va pas pouvoir manger avec. Ça ne va pas suffire. Donc, on se débrouillait pour manger. Donc, il fallait quitter cet endroit. Et il y a eu aussi une période où il y a eu des aides, parce que j'étais à Nyamishaba pendant 2-3 jours, je crois.
Namishaba, c'est une école technique ou agricole ou agronomique, je ne sais pas. agronomique de Nyamishaba. Oui. Voilà, dans Kibouye, Donc, qui est sur la côte du lac. tout à fait. Et là, je ne sais pas qui aidait, je pense que c'est la Croix-Rouge. On nous a donné un verre de riz pour 4 personnes. 4 personnes. Et il fallait être fort pour aller aussi pouvoir avoir ce verre. Donc, on a pu en profiter peut-être quelques jours. Après, ça ne pouvait pas continuer, il fallait rentrer, c'était la solution. Donc, le FPR, dans son mensonge, ils ont envoyé, je ne sais pas comment ça s'est passé, ce n'était pas à la radio en tout cas, ça a circulé qu'il y a le bus qui nous attendait à Rutare Rwanda. Rutare Rwanda, c'est un endroit, vous avez dû entendre parler de ça. C'est là où je me suis dit, il faut qu'on y aille là. Maintenant qu'il y a le bus, on va en profiter, sinon ils vont arrêter les bus, on va pas pouvoir rentrer. Sauf que ce bus, il n'y était pas. Donc, nous avons marché jusqu'à là-bas, il n'y avait pas de bus. Je pense qu'on a dormi là. Ensuite, nous avons continué, nous sommes tombés sur les premières barrières du FPR. C'est pas loin de Ramboura aussi, hein, au retour. Et ça a été bizarre de les voir. Donc, c'est un grand changement. On connaît les militaires, les ex-forces armées rwandaises, comment ils étaient habillés, le comportement, le regard. Et puis, on voit d'autres personnes, la plupart, ce sont des jeunes, avec les yeux rouges, qui sont vraiment, qui ne rigolent pas. On a vu maintenant que c'était le début de la guerre, plutôt. Donc, ils ont fouillé, il fallait fouiller tous ceux qui avaient des machettes, comprenaient comment ça se passait. La machette, c'était devenu un outil maudit. Après, on a quitté, il y en a beaucoup qui sont restés. Hein. Pas dans mon groupe, mais beaucoup de gens, surtout les hommes, ils sont restés à ces barrières. Rester à faire quoi? Quoi faire? On les a gardés. Garder. On les demandait de s'asseoir, se mettre de côté. Mais vous les avez revus après? Apparemment, ils ont été tués tous. Et nous avons continué, nous sommes arrivés à un autre centre. C'était la nuit, c'était le soir. Donc, on nous a demandé de ne pas continuer. Nous avons dormi là-bas. Mais c'était effrayant le comportement parce que on voit, ils sont vraiment très intrusifs, des gens qui demandent tout et rien, qui font le tour de tout, qui vont mettre chacun de son côté, poser des questions. C'était une méthode qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Là, on a passé la nuit là-bas. Après, on a continué jusqu'à vers Nyangue, je crois. Il y avait une autre barrière. Là, j'ai croisé quelqu'un de chez moi, enfin, de ma commune. Ce sont des secteurs voisins qui m'a reconnu. On a discuté, qui m'ont demandé de nouvelles des gens, qui m'ont demandé pourquoi j'étais partie. Donc, ce jour-là, on est allé jusqu'à Gitarama Mushubati avec les amis. Donc, on était avec des amis de là-bas. On est passé chez eux. Donc, c'était un long voyage, difficile à raconter. Des fois, il y a des trous, mais c'était pénible, sachant qu'il y en a qui font plus que ça, même qui ont traversé des pays et des forêts. Hein. Je n'ai pas à me plaindre. Dieu m'a gardé, vraiment. Et j'étais dans le brouillard. Moi, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ne voyais pas le pourquoi ça. Même aujourd'hui, il y a des questions que je me pose. Pourquoi ça? Pourquoi pas ceci? Mais c'est des questions qui vont rester sans réponse. Écoutez, Madame Nira, je vais vous remercier.
de votre témoignage, qui est un témoignage vécu. C'est des choses que vous avez vécues. Nous devrions peut-être poursuivre cette émission dans une deuxième partie qu'on fera la semaine prochaine, où nous parlerons de votre retour à la maison, votre retour sous le nouveau régime. Est-ce que vous avez pu constater, il y a souvent des mythes, vous savez, qu'on fait circuler. Et est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que le FPR était violent? Ou alors il vous a accueilli en frère et en sœur? La paix était revenue, oui ou non? Et comment, à la fin, vous avez quitté votre pays, notre pays, pour devenir réfugié quelque part sur le continent européen? Donc, votre nouvel itinéraire de nouveau vers l'inconnu. C'est ça. Parce que sinon, vous ne seriez pas ici. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord, on fera un autre entretien où vous allez nous parler de la deuxième partie. Après la guerre, hein, la première guerre, le génocide de 1994, vous êtes rentré au pays et comment vous sentiez-vous dans ce nouveau pays avec des nouveaux dirigeants, avec une nouvelle armée, des nouveaux voisins et une autre mentalité? Les auditeurs seront curieux d'en apprendre plus. Il n'y a pas de souci, hein, on va en parler. De toute façon, c'est notre histoire. Hein, et puis, ça permet aussi d'informer ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui se posent des questions. Moi, par exemple, des questions qui me surprennent déjà, même aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent comment j'ai pu travailler avec le FPR. Donc, ça veut dire que moi aussi, je suis FPR. Quand je dis que je n'ai jamais adhéré à FPR, que j'étais fonctionnaire, j'ai travaillé quand même pendant 9 ans au Rwanda. Bah, pas 9 ans, c'est en totalité, mais de 1994 à 2001, 6 ans. Donc là, oui, il y avait une vie, c'était peut-être compliqué, il y a une façon de le définir, il y a des difficultés pour certains, mais pas pour les autres. En fait, c'est une histoire de chacun. Et vous savez, le FPR, c'est vrai, c'est une force qui est venue de l'étranger, mais ils étaient là, ils avaient pris le pouvoir. Peut-être que 90% de la population était revenue. Oui. Même s'il y avait encore plus d'1 million, 2 millions de réfugiés au Congo, il fallait bien des Rwandais dans leur pays, quelque part, et travailler. Hein. Vous n'alliez pas dire non, puisque c'est un nouveau pouvoir, alors que vous n'étiez pas dans la politique. C'est normal que vous ayez pu vous reclasser et faire autre chose. On en parlera justement. Il faut que nos compatriotes, parce que vous ne vous adressez pas qu'à nos compatriotes, hein. Il y a aussi vos voisins français et les autres qui se demandent pourquoi vous êtes ici. C'est ça. Et nous devons leur expliquer le cheminement et les raisons profondes qui nous ont poussés à fuir notre pays. Ce n'est pas avant 1994, il n'y avait pas de réfugiés rwandais en France, sauf quelques étudiants nés de familles réfugiées au Congo et au Burundi. Ils étaient venus poursuivre leurs études ici, mais il n'y en avait pas une vingtaine. Hein. Donc, alors qu'après 1994, ce sont des milliers de Rwandais qui y ont pris refuge. C'est pourquoi nous devons des explications, non pas pour nous expliquer, on n'a pas d'explication autre à donner que de leur dire en fait pourquoi le Rwanda à un moment donné était infréquentable et pourquoi il était invivable, pourquoi nous avons dû prendre le chemin de l'exil. Et surtout que nous sommes encore ici, quoi. De toute façon, chaque chose a un début. Et puis, on a tous aussi un autre moment de prendre conscience quand même qu'il y a un danger. Et des fois, on a survécu sans le savoir. On est en danger, mais on ne le sait pas. Il y a eu plusieurs fois, j'ai failli être tué, mais je l'apprenais après. Il y en a qui me disaient, oui, tu sais, à tel jour comme ça, tel individu, ce qui s'est passé là, tu sais que c'est, on voulait tout. En gros, pourquoi? Donc, on peut toujours me reprocher parce que je dis pourquoi.
pourquoi? Mais en même temps, les autres, pourquoi ils sont morts? Donc, c'était possible. Mais je pense que c'est Dieu qui nous a gardés jusque-là. Et je me dis aussi, c'est pas pour rien qu'on est là. On devrait justement être témoin de la vie et de la souffrance en même temps. Mais montrer aussi qu'on peut être protégé sans y être pour quelque chose. On ne doit pas avoir une armée derrière nous pour survivre. Non. Chacun a son destin, on peut dire ça comme ça, mais sauf que des fois, le destin doit être aussi aidé ou guidé pour que les choses se passent mieux. Ce C'est pour ça sera qu'on a peut-être dit. le mot de la fin et je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine émission, pour la deuxième partie de l'émission. Et ce sera avec plaisir que de nouveau nos auditeurs vont suivre votre présentation. Et je pense que vous arrivez facilement à convaincre. Il faut parler avec le cœur. Ce n'est pas un show, c'est votre cœur qui parle, Madame Nira. Et merci beaucoup. Merci à vous. Ça sera avec plaisir aussi de continuer à, à informer, à partager nos expériences parce qu'on en a besoin aussi. Vous savez, on garde des choses très longtemps. Comme j'ai commencé, je l'ai dit au début, il y a des choses que je n'avais même pas envie de savoir que ça m'est déjà arrivé. Je dis, ah, ça c'est du passé, on laisse, on avance. Et c'est ce que j'ai fait. Mais au bout d'un moment, je dis, mais peut-être ça peut aider certaines personnes à comprendre certaines choses. Moi, j'ai compris ça parce que je l'ai vécu. Mais si je ne l'avais pas vécu, est-ce que j'aurais pu comprendre ça? Donc, c'est pour ça que j'ai accepté aussi de témoigner. Et puis, j'ai suivi ce qui se passe quand on a accusé les militaires français de la zone turquoise d'avoir commis le génocide. Comment on le décrivait? J'ai dit, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Peut-être il y a des choses qu'on peut reprocher aux Français ou aux autorités françaises, même aujourd'hui, mais aller jusqu'à dire que les Français ont commis le génocide comme ça, non. Non, non, ça serait exagéré. Et je ne vois pas pourquoi un militaire étranger peut tuer un paysan. Peut-être il pouvait pourchasser les politiciens, je ne sais pas. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais les paysans, c'est comme on dit, là où les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. C'était un passage, c'est comme le vent qui souffle et qui part avec tout ce qu'il trouve. C'est dommage pour les gens qui n'ont rien demandé de se retrouver en train d'être massacrés alors qu'ils ne connaissent rien de la politique. Même aujourd'hui, hein, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, même aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Rwanda, peut-être aussi dans les autres pays aussi, ça existe. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de montrer et qu'on ne s'en prenne pas aux gens comme ça, qu'il y ait aussi la compassion et l'amour. Ça, c'est très important. Écoutez, Madame Nira, je vous remercie beaucoup et je vous dis donc à très bientôt. Et nous aurons précisément à parler aussi de la situation actuelle, parce qu'il y a le passé, il y a la traversée de toute cette région, mais vous êtes allé plus loin, peut-être par avion ou de nouveau à pied, et vous vous êtes retrouvé en France. On va parler de tout ça et ensemble, on fera aussi l'analyse de la situation actuelle pour permettre à ceux qui nous écoutent, surtout les non-rwandais, de mieux comprendre ce qu'ils apprennent de temps en temps par diverses radios, mais qui ne sont pas expliqués par les premiers concernés, nous, les Rwandais ou enfin les Français d'origine rwandaise. Parce qu'on a quand même une sorte de droit et même de devoir de témoignage. Nous devons pouvoir témoigner sur ce qui se passe dans notre pays avant certaines associations qui se sont déclarées spécialistes de tel domaine ou de tel autre domaine. Nous, les Rwandais, nous devons pouvoir nous exprimer et surtout demander au gouvernement français, aux autorités françaises de nous écouter et de ne pas seulement écouter
les deux associations auxquelles je pense, que je ne nomme pas ce soir, mais dont on parlera peut-être à l'avenir. Eh bien, merci. Et donc, à très bientôt, Madame Nira. À bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.